Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Parmi les titres de votre journal ce soir, nous nous intéresserons au phénomène du do-it-yourself, comprenez du fait soi-même, une tendance qui séduit de plus en plus et ce pour plusieurs raisons. Nous la décrypterons avec le sociologue Ronan Châtelier. Stage sportif, animation culturelle, activités manuelles, les solutions sont nombreuses pour occuper vos enfants cet été. Exemple au musée océanographique qui propose une expérience à la fois ludique et enrichissante. Un temps oublié avec l'apparition du numérique, la carte postale n'a pas dit son dernier mot. 67% des Français en envoient encore depuis leur lieu de vacances notamment. Et vous le verrez, ce petit bout de carton se modernise. Puis nous recevrons le naturopathe Thierry Villette. Avec lui, nous essaierons de mieux comprendre le pouvoir des plantes et leurs bienfaits. C'est une tendance qui a émergé lors de la crise sanitaire et les différents confinements. Le fait soi-même ou le do-it-yourself ne cesse de séduire. Pour preuve, le marché représenterait plus d'1 milliard d'euros. Avant d'analyser ce phénomène avec le sociologue Ronan Châtelier, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs consommateurs pour comprendre leur motivation. Le reportage dans un magasin de bricolage d'Émilie Terrasson et Thomas Deus. Bricoler avant de racheter. Pour les amateurs de travaux ou les débutants en bricolage, faire soi-même ou réparer des objets abîmés, c'est devenu une étape importante avant de jeter un produit. C'est vrai que les prix des choses ont augmenté et si on a quelque chose qui marche très bien et qui était bien conçu, bien construit, il faut donner une deuxième vie aux choses. Je trouve que c'est une bonne idée parce que je trouve qu'on jette trop souvent. En plus, après, on ne sait pas trop où jeter, comment jeter. Donc finalement, c'est plus compliqué la vie que de faire réparer. Et puis il y a beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées assez facilement. C'est quelque chose que ça m'appassionne parce que j'adore tous les travaux manuels. Donc même qu'il n'a rien à voir avec le bricolage, c'est même la peinture. Donc je m'amuse beaucoup. La tendance est donc au faire soi-même. Fini l'image de l'homme bricoleur. Dans ce magasin dédié au jardinage et au bricolage, on le constate, tout le monde met la main à la pâte. Changement important depuis qu'il y a eu le Covid. Les gens sont restés à la maison, ils avaient le temps, ils avaient envie d'embellir leur environnement, donc ils ont beaucoup bricolé. La clientèle féminine bricole de plus en plus avec des produits plus adaptés, donc il y a une très grosse augmentation du faire soi-même, sans compter que comme aussi on livre les professionnels, et les professionnels ont eu beaucoup de travail, du coup tout le monde s'est mis à beaucoup travailler. Au fil des saisons, les demandes en matière de bricolage et de jardinage varient. Avec l'augmentation des prix ces derniers temps, de nombreuses personnes préfèrent donc réparer et créer plutôt que de racheter. Et cette tendance touche tous les secteurs. Nous venons de le voir avec le bricolage, il se décline aussi sur l'ensemble de notre quotidien pratique, économique, ludique. Le sociologue Ronan Châtelier est avec nous ce soir pour tenter de décrypter ce phénomène. Bonsoir. Bonsoir. Comment expliquer cet engouement pour le fait maison, le do-it-yourself ? C'est quand même un engouement qui date d'il y a assez longtemps. Dans les années 70, le do-it-yourself avait déjà pris toute une forme d'essor. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, etc., il y a comme un deuxième souffle, si vous voulez. Et tout le monde retrouve une espèce d'envie créative là, par les temps qui courent. Peut-être qu'il y a un petit peu trop d'uniformisation dans l'air. Et le do-it-yourself, c'est quand même l'idée de se singulariser avec des productions personnelles, quoi. Donc j'imagine que de plus en plus de gens donne dans oui, le retour au labeur de la main, vous savez, au patient labeur de la main. C'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses. J'ai fait un récent sondage qui va sortir à la rentrée sur les salariés qui veulent arrêter avec leur vie de salarié pour devenir profession manuelle. Alors, c'est quand même, et en fait, c'est pas un salarié sur 10, si vous voulez, c'est un salarié sur 3. Donc c'est vraiment une espèce de fantasme généralisé de retrouvailles avec la matière, avec quelque chose de plus dense. J'imagine que trop d'internet, trop d'irréalité a dû produire son antithèse, quoi, et son envie inverse qui est un désir brut de réel. Je crois que le do-it-yourself s'inscrit là-dedans. Le retour au manuel, il y a aussi une source de fierté de se dire c'est moi qui l'ai fait. Oui, alors ça, bon, je vais pas citer Aristote, le philosophe, qui disait qu'effectivement, en faisant fructifier son talent, il y a une forme d'accomplissement de soi-même, toujours. Et donc, dès lors que vous avez accomplissement de soi, il y a fierté, envie de se dépasser. C'est presque
ce qu'on appelle une prima philosophie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce retour à la matière est une sorte d'itinéraire vers la vérité, si vous voulez. C'est aussi étrange que ça puisse paraître, mais en fait on comprend. C'est-à-dire qu'en fait on se débarrasse de tout un tas d'intermédiations qu'on pouvait avoir ou d'intermédiaires qu'on pouvait avoir avec la matière et on fait directement les choses. Ce fantasme de faire directement les choses, alors pour moi ça reste un fantasme parce que je suis pas du tout manuel, mais pour beaucoup de personnes, on peut passer, on peut véritablement éprouver des extases matérielles, si vous voulez. Voilà. Alors, une extase matérielle en cuisinant, une extase matérielle en réparant sa voiture, une extase matérielle en faisant de la broderie, de la couture, ce genre de choses, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du espèce de petit plaisir jouissif d'extase matérielle en retrouvant de la matière, quoi. Voilà, Et justement, qu'est-ce que cela traduit dans notre comportement ? Je pense que ça amène à une plus forte distanciation. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on s'éloigne un petit peu des écrans, d'une forme d'immédiateté constante, etc. Je crois qu'on doit, à mon avis, pouvoir se déconnecter, couper son portable et faire de la sculpture, de la peinture. C'est vraiment... Je pense que ça induit aussi un désir fort de déconnexion. Il y a aussi un désir d'économie ? Dès lors que vous donnez dans le do-it-yourself, vous essayez d'aller vers ce qu'on pourrait appeler une forme de beau économique. C'est-à-dire que donc la dimension esthétique, l'hédonisme, etc., c'est très important. Mais dans l'air du temps, aujourd'hui, il y a ce besoin de recyclage et ce besoin d'économiser. Et donc tout se passe comme si vous êtes en train de... vous avez ce besoin de créer et ce besoin d'économiser à côté. Et en fait, la juxtaposition des deux, c'est un peu comme une flamèche, quoi. Si vous voulez, ça fait partir encore plus cette fameuse tendance du do-it-yourself. Ronan Chatelier, le fait main, le do-it-yourself est devenu aussi un business, hein. Je pense qu'on peut parler aussi de l'aspect business en général. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, à travers le do-it-yourself, éprouvent une forme de fibre entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, créer, c'est monter un peu sa boîte, essayer de vendre des choses, etc. Et effectivement, on est là-dessus. On est dans une forme de création au quotidien, si vous voulez, quelque chose qui a pas grand-chose à voir avec la grandeur artistique, avec la prestation géniale, enfin l'art, quoi, si vous voulez, mais on est quand même dans une espèce d'envie prolifique de création au quotidien, quoi. Et donc là-dessus se greffent toutes sortes de choses comme la fibre un peu entrepreneuriale de tout chacun, le besoin d'économie, l'envie, si vous voulez, de nouvelles consistances symboliques, dans un réel un peu angoissant, le Niger, l'Ukraine, la rentrée en septembre, etc., les gens se tournent vers une espèce de passe-temps qui pour eux est loin d'être dérisoire, si vous voulez. Parce qu'encore une fois, c'est une forme de réalisation de soi-même, de retrouvailles homme-nature, voilà, et il y a ça permet bien, je pense, de contrer une forme de pessimisme un peu ambiant qui peut parfois apparaître, quoi. Et on gardera tous ces précieux conseils. Merci infiniment, Ronan Chatelier, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir accueilli sur Monaco Info. Vivre l'océan, c'est ce que vous propose le musée océanographique tout au long de l'été. Le Temple de la Mer a mis en place plusieurs animations à destination des petits et des grands pour une découverte des fonds marins et de leurs habitants. Christine Datomel et Olivier Bonello se sont rendus au musée océanographique pour en savoir plus. Et si le musée vous propose cet été d'embarquer direction les pôles Nord et Sud avec l'exposition Mission polaire, en parallèle, plusieurs animations grand public sont proposées aux visiteurs, comme des rencontres avec les animaux du bord de mer, une expérience toujours magique. C'est une animation qui permet aux jeunes et aux adultes aussi de découvrir les animaux qui sont sur le bord de la Méditerranée. Donc on peut comprendre comment ils vont se déplacer, comment ils vont survivre, les stratégies de vie. Moi, je pense que pour les enfants, c'est quand même assez chouette de pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils voient au quotidien dans la mer. Les filles sont habituées à aller à la plage, mais je pense que ça leur donne des explications supplémentaires. Et en même temps, elles réalisent en fait tout ce qui se trouve autour d'elles quand elles baignent. Ouais. Donc c'est assez chouette. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a pu toucher des animaux de mer et c'est pas quelque chose qu'on trouve dans tous les aquariums. Et aussi, ce qui m'a plu, c'est qu'on soit que tous les quatre et qu'il y ait quelqu'un qui nous explique tout, qu'on ait pu voir
des choses qu'on ne verrait pas autre part. Une autre animation, c'est l'escape game. Donc là, ça permet de se plonger plus dans l'histoire du musée, mais de manière assez ludique, en résolvant des énigmes pendant 30 minutes dans une salle d'escape game propre au musée. Et si l'escape game attire souvent les adultes friands d'énigmes et curieux de monter à bord du Princesse Alice II, le célèbre bateau laboratoire du prince Albert Ier, et que leur âme d'explorateur sera sollicitée afin de mener à bien la mission qui leur sera confiée, les plus petits ne seront pas en reste non plus, car durant ces vacances scolaires, le club Océano propose des stages découvertes pour les enfants de 6 à 12 ans, au programme jeux et activités centrés sur les océans et les animaux qui les peuplent. Et d'autres activités sont organisées en principauté pour animer votre été, toujours à destination des jeunes. Le Yacht Club de Monaco propose par exemple un summer camp ouvert aux enfants âgés de 6 à 15 ans pour découvrir les sports nautiques. Le Monte Carlo Country Club propose lui un stage autour de la petite balle jaune et de la piscine pour des vacances sportives. Et qui dit vacances, dit souvenirs que l'on souhaite parfois partager avec la famille ou les amis. Si les réseaux sociaux sont devenus le moyen le plus courant pour le faire, la carte postale fait de la résistance. 67% des Français en envoient encore depuis leur lieu de vacances notamment. Le reportage de Vanessa Dessy et Alban Gingembre. Qu'elle soit rétro, moderne ou quelque peu ringarde, la carte postale reste un produit phare de l'été. À Monaco-Ville, les tourniquets sont toujours bien présents dans les boutiques de souvenirs. Les gens envoient toujours des cartes postales parce que c'est quelque chose qui est assez traditionnel. Ça fait un petit souvenir spécial. Et en plus, avec nos nouvelles cartes postales qui sont beaucoup plus modernes, ça change un petit peu du système. Et c'est super sympa parce qu'on peut envoyer un souvenir nouveau et finalement qui change un peu du numérique et des photos sur les réseaux sociaux. Et en ces temps-là, en ce moment, on a besoin de couper du numérique et de voir le monde en vrai. Une carte postale met généralement en scène un lieu de vacances. Cette pensée écrite marque un moment d'attention pour le destinataire. Et même à l'heure du numérique, les touristes ont gardé cette habitude. Bon, je le fais encore. Voilà, c'est le principe. Pourquoi ? Parce que j'aime pas Internet, rien du tout, j'aime pas le téléphone. Donc je préfère écrire moi-même et l'envoyer moi-même. On va en envoyer encore 2 ou 3 pour nos amis du Nord, oui, oui. Toujours des cartes postales, oui. Bah, ça marque le coup et puis ça fait un petit souvenir et un petit souvenir. La carte postale résiste donc au temps et elle séduit même de plus en plus de jeunes. Les plantes et les fleurs, la nature en général, sont synonymes de bien-être ou d'évasion. Aujourd'hui, elles sont aussi utilisées pour se soigner. Mais encore faut-il en faire bon usage. Pour nous guider et nous éclairer sur le pouvoir des plantes, Patricia Navarro a interviewé le naturopathe Thierry Villette. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Est-ce que la défiance, liée notamment à la vaccination ou au contexte anxiogène de la période Covid, a opéré une petite bascule vers une volonté de se soigner peut-être plus naturellement ? Alors écoutez, j'ai envie de vous dire un grand oui, sans parler de vaccination ou de quoi que ce soit. Cette période je dirais une période de transition, d'accalmie mondiale malheureusement, a fait un retour aux sources auprès des gens, à tout niveau. Moi de mon côté, j'ai commencé à faire du pain, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Et les gens que je voyais régulièrement, c'était surtout pour venir amenuiser, si je puis dire, certains effets avec les plantes et avec bien évidemment la méditation que je pratique chaque jour. Mais les gens ont définitivement fait un retour aux sources. Oui, donc il y a eu clairement un petit élan, mais ce qu'il faut préciser aussi, parce qu'il y a eu de la défiance aussi par rapport peut-être aux techniques plus traditionnelles, mais il y a eu des polémiques aussi sur la naturopathie notamment, avec des praticiens qui ne respectaient peut-être pas toutes les règles. Il faut mieux encadrer aujourd'hui ? Écoutez, je suis tout à fait de cet avis-là, que ce soit à travers la naturopathie, l'aromathérapie, la sylvothérapie, enfin toutes les pratiques que je pratique moi, en tout cas beaucoup, dites naturelles, donc non allopathiques, doivent être, je trouve, beaucoup plus réglementées sans pour autant nous étouffer. Donc c'est pas évident parce que beaucoup de pratiques ne sont pas légiférées, beaucoup de pratiques ne sont pas certifiantes ou diplômantes, si ça se dit comme ça, et ça laisse la porte ouverte à beaucoup de gens et malheureusement on va souvent retenir que le mauvais côté de ces pratiques. Mais Dieu sait qu'elles ont fait ses preuves. Alors venons-en justement à la thématique du jour. Quels sont
les plantes qui nous font du bien, notamment? Alors, en étant super concis, je vous dirais toutes. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. C'est un peu facile à dire, hein, mais je vois bien en ce moment, justement, depuis cette pandémie, beaucoup de personnes ont ce besoin de retrouver une certaine forme d'énergie, de retrouver le sommeil, de retrouver du peps, et on va toujours tomber très souvent dans du curcuma, dans du gingembre, dans ce genre de choses-là. Pour avoir une meilleure circulation sanguine, on va prendre de l'ortie. On va souvent tomber dans les mêmes, dans les mêmes plantes, j'ai pas dit fleurs, plantes et racines pour retrouver un grand mieux-être. Thierry Villette, tout le monde parle depuis quelques mois des fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, écoutez, moi j'en suis un fervent adepte parce que je suis praticien en fleurs de Bach. La petite histoire, c'est très très simple, hein. Vous avez 38 fleurs de base pour les fleurs de Bach qui sont divisées en 7 groupes. Et chaque groupe correspond, si vous voulez, à un état, des états émotionnels. Donc quand on va faire un élixir de fleurs de Bach, moi j'en fais avec 6, on va dire ce qui est d'important, c'est pas forcément... admettons s'il y a un gros choc émotionnel, la première des grandes fleurs, c'est Star of Bethlehem. C'est très bien, mais ça suffit pas. Mais est-ce que dans une certaine mesure, si on va au-delà des préconisations, les plantes peuvent être nocives aussi? Bien sûr qu'elles peuvent être nocives, hein, comme toute bonne chose, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ce qu'il faut respecter dans ces cas-là, mais bon, on ne trouvera pas ça dans les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach ne vous feront rien de mauvais. Par contre, quelqu'un qui va s'amuser à prendre n'importe quelle plante, je vous dirais juste le laurier, par exemple. Si vous mettez beaucoup trop, là on en vient à la cuisine, mais beaucoup trop de feuilles de laurier dans une sauce, ça peut être très nocif. Mais aujourd'hui, les plantes sont là pour soigner nos maux plus cérébraux et nos maux physiques. Alors, ça fait les deux, mais je dirais que ça commence par le cérébral, tout à fait. Parce que si on prend le cas des fleurs de Bach, ça ne soigne que le cérébral, enfin ça ne soigne. Ça vient aider toutes vos émotions à se reconnecter, entre guillemets, à l'essentiel, ce que je dis toujours, moi en tous les cas, même si on n'est pas là pour parler de maladies, que toutes les maladies proviennent du cérébral. Donc les fleurs sont vraiment là pour, pas estomper, mais recadrer. Vous savez, comme tout est sous forme de vibration, tout ce qui va émaner de ces vibrations-là va nous faire réagir d'une certaine façon, ou pas. Dans le bon sens, bien évidemment, hein. Quand on travaille sur de l'angoisse, de l'anxiété, d'un manque de sommeil, ou on va dire par exemple des nuits, des crampes à répétition, où on va se coucher en forme, on va se réveiller de mauvaise humeur, on peut jouer sur tout ça avec les fleurs de Bach. On voit l'environnement dans lequel vous vous trouvez, on entend ces oiseaux chanter, sans parler uniquement de la consommation des plantes. La nature, elle aussi, plus généralement, et l'environnement qui nous entoure peut nous faire du bien. Oh bah écoutez, Patricia, oui, c'est phénoménal. Malheureusement, aujourd'hui, la majeure partie des gens, sans porter jugement, encore une fois, se coupent inconsciemment de ce qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire la nature. Dès le moment où on se reconnecte à celle-ci, alors on ne va pas partir dans des grands schémas, dans des grands mots, mais juste le fait de marcher pieds nus dans l'herbe, au bout de 10 minutes, vous savez, le pied a plus de 200 terminaisons nerveuses, et dès que l'on pose le pied au sol, c'est-à-dire pieds nus, on se reconnecte à l'essentiel, c'est-à-dire à la terre. Pas à l'essentiel, mais à la terre. Et on a vu des gens aussi, c'est très en vogue, faire des câlins aux arbres. Faire des câlins aux arbres à travers la sylvothérapie, mais encore une fois, il y a tout un protocole avant-après. Bon, ça, on n'est pas là pour parler de ça, encore une fois. Mais les câlins aux arbres, et comme faire un câlin à son conjoint, à ses enfants, vous savez, beaucoup de personnes vont faire ça de manière mécanique, machinale, mais dès le moment où on vient y mettre l'intention, je peux vous dire qu'on ne vit pas dans le même monde à ce moment-là, quoi. Eh bien, merci beaucoup Thierry Villette et merci aussi aux oiseaux qui ont apporté une très belle harmonie de circonstances à cet entretien. Merci pour tous ces précieux conseils. Tout à fait. Merci beaucoup Patricia. Un cœur moelleux, presque fondant à un chocolat intense, le brownie est l'un des desserts que l'on associe souvent aux États-Unis. Il s'exporte bien évidemment outre-Atlantique. À Monaco, une enseigne familiale se distingue en le proposant sous différentes saveurs, avec un texte personnalisé. Plus de détails avec Émilie Terrasson et Alexandra Marangoni. Il prône le 100% fait maison et le 100% gourmand. L'entreprise familiale Queen of Brownie livre en moins de 24 heures des brownies personnalisés entre Menton et Cannes, et bientôt dans toute la France. C'est l'amour du chocolat qui a fait naître leur envie de création.
Premièrement, je suis une passionnée du chocolat et des gâteaux depuis tout le temps. Vraiment, j'adore le chocolat. Et ayant vécu dans des grandes villes type Paris, Londres, etc., j'ai remarqué que pendant le Covid, les brownies se sont vraiment développés. Et en rentrant sur Monaco, je me suis dit, allez, on se lance, j'adore le chocolat, les brownies, ça n'existe pas encore ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a commencé. Elle prend les commandes et fait les personnalisations. Son frère, pâtissier, réalise, lui, les différents gâteaux. Le brownie, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et donc, on a voulu travailler avec le meilleur possible et mettre sur le marché un fudge brownie, comme on peut trouver en Amérique. Brownie simple au chocolat blanc avec du Nutella, du beurre de cacahuète, du spéculoos ou sans gluten. Plusieurs goûts sont disponibles avant de passer à l'étape de la décoration. On choisit son message personnalisé avec les symboles en chocolat blanc qu'on veut. Et après, on choisit la couleur. On a le choix de 5 couleurs. Donc rose cœur, bleu voyage, blanc argent, multicouleur ou noir argent. Et avec l'ouverture du site internet dans plusieurs semaines, les entreprises et les restaurants pourront également passer commande. Pour cet habitué, il n'en restera pas une miette. J'adore, merci beaucoup, il est magnifique, elles vont être super contentes. En effet, ça donne envie. Cette information pratique à présent à retenir, à compter de ce lundi et jusqu'au 8 septembre, la circulation sera alternée sur la dorsale boulevard du Larvoto. Un dispositif nécessaire car des travaux sont réalisés à cet endroit dans le cadre de l'opération immobilière Larvoto supérieure, opération inscrite dans le plan national pour le logement des Monégasques. Jetons un coup d'œil à présent sur vos prévisions météo. Bonsoir Vanessa Dessy. Est-ce que ce temps ensoleillé sera également au rendez-vous dimanche ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Pour cette fin de week-end, le soleil sera bien présent durant toute la journée. Comme la veille, les températures oscilleront de 18 à 25 degrés. Le soleil s'élèvera à 6h22 et se couchera à 20h49 et nous fêterons les Octaviens. Merci Vanessa et merci à vous de nous être fidèles, y compris le week-end. Pour refermer ce journal, nous vous proposons ce soir une sortie en mer sous un beau ciel bleu. Photo signée Stéphane Dana. Passez une très belle soirée sur Monaco Info et à demain, 20h pour le best-of de la semaine.